Bonjour, bonsoir, c'est Raphaël. Bienvenue sur Égide Belgique pour une nouvelle discussion qui abordera le sujet de la fusillade de Bruxelles par un terroriste le soir du 16 octobre 2023. Cette attaque a fait 2 morts et 1 blessé dans le centre de Bruxelles. Pour parler de ce sujet grave, je serai accompagné de Corentin. Bonsoir à toi Corentin. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous aimez notre contenu, mettez un pouce en l'air et partagez le lien de notre podcast. Bon mon cher Corentin, sujet difficile. Tout à fait. Une fois de plus, une attaque terroriste. Une fois en France, un petit peu auparavant, et maintenant en Belgique à nouveau. Donc, souvent, ce qui se passe en France revient en Belgique, et pour bien comme pour les malheurs finalement. Et ici, c'est dans le cas des malheurs. Donc, à quasiment une semaine d'intervalle, on a une nouvelle fusillade à Bruxelles, dans le cadre d'un match de football qui se déroulait entre les équipes nationales de la Belgique et la sélection de la Suède. Et aux environs de 19h, on a un homme, Abdel Salem Lassoued, âgé de 45 ans, qui vers 19h descend de sa moto et abat à bout portant avec son arme d'assaut 2 supporters suédois et en blesse un autre. Donc est-ce que finalement cette attaque était prévisible? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, ouais, tout à fait. Tu viens de me faire penser à une nouvelle chose. C'est que on est effectivement dans un contexte un petit peu particulier, même s'il y avait une diminution des attaques terroristes. Ce que tu viens de dire, ça me fait un peu réagir sur notamment la manière dont les médias en parlent relativement peu, parce que je pense qu'il y a une recrudescence en Europe. Voilà, t'as parlé de la France. Effectivement, il y a eu plusieurs problèmes, notamment avec un enseignant qui a été tué. Et puis ça intervient aussi dans le contexte où Israël est en guerre contre l'État palestinien. Et je pense que on va pouvoir développer un petit peu sur le profil du terroriste qui a commis ces faits ici à Bruxelles récemment. Oui, la carte d'identité du personnage. C'est un Tunisien qui est né le 1er septembre 1978 et qui est décédé le lendemain de l'attaque, donc le 17 octobre 2023, à Woluwe-Saint-Lambert. D'après lui, un peu avant l'attaque, il avait menacé finalement de commettre une fusillade sur une sorte d'enregistrement, donc il avait publié sur les réseaux. Et donc il a accompli son acte, avec des victimes à la clé. Alors il se faisait également appeler Slayem Shlouma, par une sorte de surnom, et il se revendiquait faisant partie de l'État islamique. Ouais, un peu un nom de guerre comme ça. Moi, j'ai vu un peu dans son profil que ce garçon était un petit peu turbulent, pour ajouter à ton descriptif là. Il avait quand même écopé de 26 ans de prison en Tunisie, comme quoi on est quand même assez sévère, hein. C'est plus que ce qu'on peut avoir par ici en Belgique. Et en fait, en 2011, il s'est évadé. Il a pris une embarcation, donc classique, il a traversé la Méditerranée, il s'est retrouvé en Italie. Et ensuite on le retrouve en 2012-2014, où il a eu aussi des problèmes judiciaires. Et puis là on perd un petit peu sa trace. Bon, en gros, il se retrouve en Belgique, terre d'accueil. Et en 2019, il fait une demande d'asile. On se demande un petit peu pourquoi, puisqu'il vient d'un pays comme la Suède où il a eu des déboires judiciaires et où il s'est évadé de la Tunisie alors qu'il purgeait une
peine de prison. Donc à mon avis, déjà l'asile, c'est pas très clair pour ces gens-là, ou du moins pour cette personne, les terroristes en général. Et donc il a reçu une ordre de quitter le territoire. Euh, et c'est là que cet attentat en particulier va pouvoir ouvrir sur un débat peut-être un petit peu plus profond. C'est que cette extradition n'a pas été traitée par le gouvernement et par les pouvoirs publics belges. Alors ensuite, donc il se retrouve illégal, si on peut utiliser le terme, en Belgique. Et en novembre 2022, donc il y a plus ou moins un an, il proclame son affiliation à l'État islamique, qu'on avait un petit peu oublié depuis quelques années. Il faut savoir que le dernier attentat de l'État islamique, c'était il y a 3 ans à Vienne, pour ceux qui se souviennent. C'était pendant la nuit un terroriste qui aussi aimait bien se montrer avec des couteaux et des armes. Et donc, ici, pour ce qui concerne l'Aswad, donc le terroriste dont nous parlons De ici, Bruxelles. ouais, de Bruxelles, euh, voilà, quand il a fait sa vidéo dont tu parlais juste avant, là, apparemment, il a invoqué 2 motifs au-delà de son affiliation à l'État islamique qui datait déjà d'il y a un an, hein, donc ce type-là avait déjà des idées et on développera par après ce que ses parents ont dit. Mais ces 2 motifs d'action, en tout cas sur notre territoire et à Bruxelles, c'était comme le contexte l'indique, la Palestine. Sans doute que ça lui a monté un petit peu à la tête, et en particulier la profanation du Coran en Suède et le non-respect de sa religion. Donc on a affaire là à parfait globe-trotteur du crime, j'ai envie de dire. Il a beaucoup voyagé, le personnage là. Et moi ce qui me fait me faire poser des questions, c'est que voilà, ici on parle d'une sorte de, c'est un cas parmi d'autres terroristes, mais lui voilà, il s'est déplacé sur des embarcations pour arriver en Italie, le petit cheminement habituel. Mais combien il y a de types dangereux qui ont fait exactement le même parcours et qui n'ont pas encore agi finalement. Ah oui, ben c'est très bien que tu soulèves la question, parce qu'en fait, ça c'est le débat sous-jacent, Raphaël. À savoir, tout d'abord, au niveau européen, mais enfin, moi je voudrais faire un petit clin d'œil sur le niveau national, c'est que il y avait une absence d'exécution de l'ordre de quitter le territoire, et j'ai oublié de le préciser, mais la Tunisie avait demandé une extradition. Et c'est là qu'il y a eu un problème avec le ministre de la Justice qui a dû se révoquer. Et donc on a un problème au niveau de la justice, mais on a, comme tu le dis, un problème au niveau européen, c'est-à-dire que on sait très bien qu'il y a un afflux d'immigration qui transite par la Méditerranée et qui se perd intramuros dans l'Europe, malgré qu'il y ait une force qui s'appelle Frontex. En fait, on en revient au problème des frontières de l'espace Schengen et de ce que deviennent l'immigration qui débarque sur les côtes européennes. Avec, parmi ces gens, qui ont évidemment un vécu très difficile, ne serait-ce que la traversée, tout leur lot de problèmes en tout genre. Oui, surtout qu'ils sont encadrés par ailleurs, du côté africain, par des sortes de mafias qui profitent de toute cette population pour les faire passer et soutirer énormément d'argent. Et de l'autre côté, ils sont réceptionnés par des ONG qui, eux, font en sorte de les débarquer sur le sol européen. Et à partir du moment où on met un pied sur le sol européen, on sait bien que, bon, on est libre de circuler. C'est ça. Parce qu'il y a effectivement des grands courants européens qui ont déjà fixé, gravé dans les tables de loi, euh, par différentes mesures législatives, que l'immigration servait à l'Europe. Mais bon, c'est peut-être pas le débat ici sur les Revenons attentats. peut-être à Ouais.
revenons peut-être à notre bonhomme. Donc le ministre de la Justice a eu des sortes de pression sociale hein, pour ne pas qu'il soit extradé vers la Tunisie. Hein. Ah, bah tu peux peut-être développer parce que j'étais pas tout à fait au courant de ça. Ouais, il me semble qu'il y avait eu toute une des sortes quand je dis pression sociale, je dis qu'il y a eu des démarches pour faire en sorte qu'il ne parte pas justement. C'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si tu avais été au courant de ça. Non, pas vraiment. Mais je creuserai un petit peu la question parce que si c'est au niveau européen, c'était des démarches Non, je ne pense pas. Je Non. crois que c'est juste au niveau, je veux dire, au niveau horizontal. Hein, je veux dire, c'est pas du tout Peut-être à les l'échelle autres européenne. partis politiques alors qui faisaient pression sur Oui, ou sans doute via des sur sa associations, fonction. Ouais. naturellement. Mais Oui, c'est ça que je veux dire. encore une digression de ma part. Tu parlais des ONG humanitaires qui transbordent les migrants ou les demandeurs d'asile, qu'importe. Bah, j'ai vu récemment qu'en fait ces ONG étaient financées par de riches particuliers, notamment américains. Je pense qu'il y a rien de complotiste ou de secret là-dedans. Il suffit de voir un petit peu d'où viennent les financements de ces bateaux et de l'Europe. Donc ça ne m'étonnerait pas pour garder une cohérence et une logique. En tout cas, on va dans ce sens-là, d'éviter les extraditions, que ce soit par idéologie gauchiste ou bien par cohérence politique, quoi. Alors j'ai commis une petite erreur, j'ai un remords. J'ai fait une, je me suis trompé. J'ai fait le lien en fait avec l'attaque de la semaine précédente en fait. C'est l'attaque sur un professeur en France. Oui. C'est Voilà. ce personnage-là D'accord. qui en fait a pu rester en France via des Enfin, mobilisations. Je comprends que tu aies pu faire l'amalgame parce Ouais. que, en tout cas, sur certains points, on peut faire, une comparaison ou des rapprochements. C'était aussi une famille musulmane. En tout cas, c'est un petit peu le motif de nouveau invoqué, l'islam. Qui avait demandé refuge, si je crois ne pas me tromper, à la France, parce que ils avaient des problèmes dans leur pays d'origine, à savoir la Tchétchénie, qui est un pays musulman, parce que justement, ils étaient trop radicaux. Et donc, on peut faire évidemment le parallèle avec le terroriste de Bruxelles, qui fait une demande d'asile dans notre pays, qui se la voit refuser parce que en fait il a un casier ou un passé assez conséquent, et qui dans une certaine manière se venge contre contre l'Occident, contre la Belgique, contre la Suède, pour des motifs qui sont selon moi un petit peu légers, quoi. Moi je trouve que c'est un petit peu un prétexte. Donc il a ciblé des supporters suédois, au motif que des gens en Suède, pays qui accessoirement l'avait accueilli, et lui qui s'était évadé de sa peine judiciaire pour tentative de meurtre. Donc il a tué je peux le dire, des pauvres supporters qui n'avaient rien demandé à personne en Belgique, sur notre sol. Parce que des gens à des centaines, voire à des milliers de kilomètres de là, avaient brûlé un livre. Donc pourquoi est-ce que je réagis un petit peu avec émotion? Parce que en parlant des libertés, tout de suite ça me fait un peu frissonner. Cette fameuse lutte contre l'Occident, hein, donc c'est un peu tout le monde, ou plutôt un peu tout ce qui n'est pas dans la sphère du califat ou du monde islamique. Voilà, on s'attaque sans connaître aux autres peuples, notamment chez nous en Belgique, alors que la Belgique a des relations et des soutiens très importants avec d'autres pays et d'autres communautés musulmanes. Il suffit de voir les aides qu'on a déjà données. Je
ne sais plus exactement, je pense que la Belgique a déjà donné de l'aide, notamment pour le conflit ici israélo-palestinien. Et du coup, ce prétexte, voire cette justification au nom de l'islam, m'amène à me poser en fait les questions que je sais que les autres se posent. D'où vient ce mal-être de ces gens qui sont qui en fait ont un parcours chaotique et qui se rattachent à la religion pour commettre les pires méfaits sur notre sol national, chéri, euh, voire en Europe, hein, puisque l'Europe a, selon moi, un problème d'immigration, et le problème d'immigration, en l'occurrence, c'est ce genre de méfaits, plus toute la criminalité qui est associée. Alors voilà, Raphaël, est-ce que toi tu peux me dire un petit peu, selon toi, qu'est-ce qui pourrait être le prétexte du passage à l'acte par rapport à ce mal-être de tous ces gens-là qui viennent dans un continent de liberté, qui pourraient recommencer leur vie et qui systématiquement, pas systématiquement pour l'entièreté de l'immigration, mais il y a une tendance pour ces gens à rebasculer dans l'extrémisme et le radicalisme musulman, quoi, islamique. Je pense qu'il y a... C'est naturellement un sujet très complexe, mais je pense qu'il y a des causes très profondes à cela. Tout d'abord, il y a déjà des rapports avec l'organisation religieuse de l'islam. Prenons un exemple dans le catholicisme. La structure religieuse est faite est une sorte de pyramidale avec naturellement Dieu au sommet, mais on va dire son gérant sur terre, c'est-à-dire le pape. Et du pape découlent, on va dire, toutes les règles, toutes les lois et toutes les directions données au peuple de Dieu. À différence de l'islam où en fait finalement il y a très peu de hiérarchie finalement, puisque peut devenir imam celui qu'on écoute. Donc à partir du moment où on a un certain charisme et qu'on est écouté, on est imam. Alors oui, il passe soi-disant des formations ci et là. Bon, ça dépend dans quel courant aussi, parce que on a pas mal de mosquées. Tout à fait. Parce qu'il y a une petite différence avec les chiites, où il y a une forme de... Là, une structure religieuse, oui, en effet. Ouais. Mais t'as raison, hein, dans le sens où je pense quand même que la grosse majorité des attentats terroristes sont soit d'influence frériste, wahhabite, ou bien tout simplement sunnite. Là où effectivement tout le monde peut un petit peu vivre sa religion sans structure, quoi. Bref, certains diront qu'il y a un islam par musulman, hein, chacun l'interprète un peu comme on veut, alors que le catholicisme, logiquement, le diktat est fait au niveau du Vatican, et c'est cette règle-là que l'on doit suivre. C'est vrai. Alors avec le protestantisme, il y a des différences naturellement. Ouais. En tout cas, moi, à titre personnel, je fais toujours un petit peu ce parallèle entre le protestantisme et le catholicisme et les chiites et les sunnites. Mais par contre, ce que tu viens de dire, il y a un peu un islam par personne. Bah, ça, c'est toujours un petit peu la foi intérieure qu'on peut avoir vis-à-vis de sa religion. Mmh. Mais je reviens quand même sur les statistiques qui commencent de plus en plus à ressortir, où on voit quand même certaines populations ou communautés qui ont une criminalité, qui sont criminogènes, et également il y a une surreprésentation de certaines communautés dans les attentats terroristes, forcément. Et donc, voilà, au-delà de justement de vivre un peu tous différemment sa religion, ou les préceptes, hein, les fondamentaux de sa religion, il y a aussi la question de savoir si, oui ou non, cette fameuse religion est moins tolérante que les autres, ou bien plus radicale, plus violente,
Et est-ce que la religion elle-même en soi est une des causes de tous ces attentats? Voilà. Est-ce que Il faut rappeler que les pays qui comptent le plus de musulmans, ce sont les Philippines et certains pays d'Asie. C'est les pays les plus peuplés et qui comptent le plus de musulmans. Et pourtant, on n'entend jamais parler d'eux. Rien à voir, mais j'ai lu récemment que le Pakistan avait expulsé 1,5 million d'Afghans au motif qu'ils étaient principalement responsables des attentats terroristes au Pakistan. Je sais pas si tu étais au courant de cette information. Et donc, même entre eux, donc là, visiblement, c'est pas... Enfin, il y a déjà un problème quant à la manière dont ils vivent leur islam, mais en plus, là, ils n'abordent forcément que l'aspect immigrationniste, puisqu'ils ont montré la porte à leurs étrangers, et en particulier à une nationalité bien spécifique. Oui, c'est en Asie qu'on compte le plus de pays, qu'il y a les pays avec le plus de musulmans. Indonésie, Philippines, on en parle souvent en Chine en ce moment avec les Ouïghours. Oui. Donc, oui, il y a beaucoup de communautés là-bas, mais on n'en entend jamais parler parce qu'ils ne sont pas protagonistes dans les attaques qu'il y a en Occident, qui est liée à une immigration, en réalité. Il y a une immigration, ouais, tout à fait. Et alors là c'est une pente, c'est une pente un petit peu compliquée. Il y a quand même aussi pas des corrélations parce que on n'arrive pas encore à établir spécialement de lien de causalité, mais on parle tout doucement, et donc là je prends quand même un peu de recul par rapport à ce que je vais moi-même dire, mais j'amène le débat en tout cas. C'est la question de la génétique et des mariages endogames dans certaines communautés qui pourraient amener des statistiques de troubles génétiques, troubles psychologiques dans ces mêmes communautés, et qui pourraient expliquer cette différence, cette disparité dans la représentation de la criminalité. Alors maintenant, comment sortir ça d'autres facteurs, c'est un peu compliqué, mais voilà. Est-ce que toi, tu penses que de ce côté-là, il y a peut-être aussi une explication à ce genre d'attentats qui arrivent maintenant en Europe de plus en plus souvent, quoi. Je pense qu'il faudrait surtout des documents, des sources scientifiques. Hein. Faudrait pouvoir mesurer ça. Est-ce que c'est autorisé déjà? Est-ce que l'on peut, aux yeux de la loi, faire ce genre de test? Pas sûr. Ouais, c'est très compliqué en fait de faire rejoindre le débat avec une approche scientifique, parce que on voit quand même toujours que certains gouvernements, pour éviter d'alarmer le bon peuple de la menace terroriste ou de la menace en général d'un ennemi qui viendrait nous perturber, agitent le spectre du loup solitaire qui a des problèmes psychologiques. Et donc les recensements de l'immigration et faire des chiffres sur l'ethnicité des gens est déjà quelque chose de très délicat par chez nous. Ouais, par chez nous. Mais il y a certains pays européens qui le font quand même. Hein. Je pense à l'Allemagne, je pense à la Suisse, qui fait pas partie de l'Europe, mais qui le fait. Donc ça commence à s'ouvrir dans le sens aussi où, de toute façon, le problème de l'immigration est maintenant sur la table. Donc il a fallu 5 ans pour qu'on puisse enfin en parler. Et on ne doit plus avoir de crainte à dire qu'il y a un problème avec l'immigration en Europe. Pas pour autant que ce soit du racisme ou de la xénophobie, c'est juste du bon sens commun. Il y a un problème avec l'immigration, et il y a de plus en plus de pays qui permettent maintenant, pour des raisons qui ne sont pas spécialement pour
pour aller contre l'immigration. Il y a parfois des raisons qui sont pour supporter les populations d'origine étrangère, pour voir quels sont les besoins au sein de la société, parce que tout ce qui est droit d'asile, immigration, c'est des choses qui, selon moi, sont dans une certaine mesure acceptables, voire bénéfiques. Maintenant, c'est toujours une question de proportion. Maintenant, pour te rejoindre peut-être sur le plan scientifique, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être une certaine faiblesse du terroriste, une faiblesse mentale avant tout, une certaine détresse matérielle qui le pousse à se retrancher dans des idées extrêmes et extrêmement radicales, et qui désespéré s'associe à des bandes et à des bandes criminelles finalement pour commettre ce genre d'attaque, parce que ce sont des organisations de lâches en fait, puisqu'ils envoient toujours un gars à l'assaut pour faire le plus de victimes. Mais ce mec a été manipulé en réalité, c'est une marionnette. Bien. Donc moi voilà. En tout cas sur ce point, je te rejoins pas tout à fait, dans le sens où moi je pense que vu son parcours, ce type était complètement largué, il avait pas les codes. Et je vais m'appuyer sur un truc pour étayer un petit peu, c'est que donc bon voilà, il a fait son affiliation à l'État islamique, donc c'est déjà un peu spécial, mais alors il faut savoir que ses parents ils ont témoigné dans la foulée. Je sais pas si tu en as entendu parler de ça. Ah ouais. Parlons de ses parents, oui, en effet. Ouais. Et donc son père, donc faut remettre un petit peu dans le contexte. On est en Tunisie. La Tunisie a connu beaucoup de troubles ces 10 dernières années, hein. Le printemps arabe, bon. Tout à fait. Des attentats terroristes, évidemment. Des élections, des élections démocratiques, mais vers des partis non démocratiques. Oui, c'est toujours très compliqué. Il y a eu ces attaques contre les touristes. Alors, aussi. Voilà. Très compliqué. Et donc, son père aurait déclaré que quand il était petit, il aurait une fois demandé, j'imagine, hein, je transpose, papa, est-ce que tu serais fier si j'étais un martyr? Entre autres, un interview, donc le contexte, hein, c'est la télévision tunisienne qui interroge les parents, donc ils sont chez eux, ils sont loin de la Belgique, ils sont dans leur écosystème. Leur domicile. Ouais, à leur domicile. Et la mère aurait répondu, et alors ça c'est un peu marrant parce que je l'ai pas vu sur tous les médias, je l'ai vu que sur un média, mais il n'a fait que tuer des mécréants. Alors il n'a fait que, donc le que, je ne l'ai pas vu sur les médias mainstream. Voilà, de nouveau je n'ai pas poussé jusqu'à faire la traduction de l'interview, mais si effectivement ses parents ne considèrent ce crime que de n'avoir tué des mécréants, c'est-à-dire faire un distinguo entre les musulmans et tous les autres, voilà, on peut déjà avoir la racine du mal qui se profile. Il faut savoir aussi que c'était un enfant adopté. Et donc pourquoi est-ce que je dis tout ça avec ses parents là, donc qui en fait eux ouais ils cautionnent pas, mais c'est pas ça les choque pas, je veux dire, ils ne se cachent pas, voilà, ils ont fait une interview. Et ce que je voulais amener par rapport à ce que tu disais, ces gens ils avaient des problèmes et tout ça, moi je pense vraiment que ces profils-là, et donc là ça sort un petit peu de tout ce qui est islam, immigration, c'est quand même des profils avec une très faible éducation. Je voyais encore de la semaine des musulmans qui réagissaient à une autre personne d'origine maghrébine, pardon, qui leur expliquait qu'il était un matérialiste pur et dur, et les autres musulmans essayaient d'argumenter, et en fait,
tu te rends compte que ceux-ci ne connaissent même pas leur islam, quoi, à un point que c'est risible. Et donc ce faible niveau d'éducation, euh, plus ce dont on a parlé un petit peu auparavant, donc en tout cas mon questionnement sur la religion, sur la violence de l'islam et sur le problème de l'endogamie dans les populations musulmanes. Enfin, je développe un petit peu, j'avance un petit peu. Moi, j'y apporte en tout cas une réponse. Il devrait y avoir une forme de redressement éducationnel pour ces populations qui arrivent. Bien plus que le petit parcours d'intégration qu'il aurait proposé en Europe. Oui, ça, c'est certain. Il y a des énormes lacunes et le problème c'est qu'on fait venir des personnes qui ne sont pas à niveau en réalité et on les lâche comme des loups dans une bergerie. Et ça commence tout doucement à me frustrer parce que allez, les gens ont des enfants et ces enfants doivent aller à l'école, doivent se balader, ils vont peut-être aller au cinéma avec leurs copains et ils croisent quotidiennement. Alors il n'y a pas que des terroristes, mais il y a des criminels, des anciens criminels, des gens qui sortent de prison, des gens qui n'y sont même pas passés parce qu'on a des règles laxistes en termes de justice. Et constamment nous avons des innocents qui se baladent à côté de coupables, parce que des fois ils sont déjà jugés, coupables ou des types extrêmement dangereux, des mafias aussi. Enfin c'est insupportable. C'est devenu invivable de se balader dans ce genre dans les pays occidentaux, en tout cas en Europe. Et Ouais. et ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants qui sont peut-être un jour victimes de ces gens-là. Clairement, t'as dit un truc qui me fait réagir là, c'est devenu invivable. Donc tu vois, il y a un genre de progression vers quelque chose qui est moins bien, en fait, une régression plutôt. Et là, je suis en train de me rendre compte que notre plat pays qui était si calme auparavant devient une plaque tournante de cette violence internationale. Donc non seulement on est en train de perdre nos standards, comme tu dis, mais notre réputation est en train de diminuer. Par exemple, il faut savoir qu'on a un des passeports les plus forts du monde parce que les autres nations nous reconnaissent comme étant un pays avec sérieux. Oui, un pays sérieux avec des standards, etc. Et donc on est en train, enfin, je vais pas être vulgaire, mais de devenir un pays un pays moins bien, en tout cas plus spécialement un pays de cocagne, à cause justement de ce changement d'état de situation. Et qu'est-ce qui change? Ben, ce sont les gens qui constituent le pays. Très clairement, il en a fait en tout cas la démonstration ici, et ses prédécesseurs aussi. Et alors, je pars un petit peu sur l'Europe, sur l'importation, donc l'immigration, l'importation et l'internationalisation de ce conflit entre l'islam et l'Occident, et je pense que ça va vraiment pas s'améliorer avec la situation géopolitique du Proche-Orient. Bah, le problème, c'est il y a un conflit qui est on va dire, aux portes de l'Europe, donc au Proche-Orient, en réalité. C'est pas loin de pays comme Chypre, hein. C'est à 2 pas, finalement. Oui. Et, donc à 2 pas des frontières de l'Union Européenne. Donc on a un conflit qui est proche de nos frontières, à la fois extérieur. Donc, c'est un conflit qui se déroule entre deux, on va dire, nations. Le problème, c'est qu'on a une masse de gens qui finalement se positionnent dans ce conflit. Là où on aurait dû peut-être, en tant que pays extérieur, jouer un rôle de médiateur, on se retrouve en fait avec des masses de population qui prennent parti, soit pour l'un, soit pour l'autre. Ouais. Et donc on n'a pas la crédibilité de devenir un médiateur, parce que on n'est pas appuyé derrière par des personnes qui sont neutres. Mais t'as entièrement raison. T'as entièrement raison. Et en plus, par rapport au fait de ne pas pouvoir être un médiateur, c'est que concrètement, en tout cas pour la Belgique et certainement pour l'Europe, n'a pas de capacité militaire et à part son poids économique,
je pense que elle ne sait pas intervenir comme médiateur, mais il y a aussi qu'il y a un soutien financier, des échanges commerciaux très importants avec des pays qui ont eux-mêmes des conflits régionaux, des conflits d'influence, euh, de l'entrisme islamique au sein de l'Europe. Là, on a encore vu le scandale récemment, le Qatargate. Mhm. Donc, on peut évidemment se Tout à poser la fait. question de l'élite européenne qui nous dirige par rapport enfin, leur rapport avec ces pays qui ont tout intérêt à propager un islam, que ce soit pour des raisons économiques, politiques, etc. Et il faut pas oublier qu'on a besoin du pétrole. Mais là, de nouveau, on verse vers d'autres débats. Euh, Mais à la fois, il y a une sorte d'allégeance, enfin, une sorte de relation historique avec Israël également. Donc en fait, on a des positions qui sont un peu, c'est ambivalent, c'est un peu Tout à fait. paradoxal aussi, hein. Tout à fait. Non, mais c'est exactement pour ça qu'on ne saurait pas prendre la place d'un médiateur. Par contre, en tout cas, ma position, c'est que il est inacceptable, et même les manifestations le sont selon moi, il est inacceptable d'importer ces conflits confessionnels et internationaux sur notre sol. Pourquoi laisser faire ces troubles? Donc moi, en tout cas, là-dessus, j'ai vraiment une position très ferme. Moi, ces manifestations ne devraient pas être autorisées, qu'elles soient Tout à fait, tout à fait. Là, pro-israéliennes ou encore ou l'autre, ouais, c'est pro-palestiniennes. ça. Ouais. Tout à fait. Euh, Oui. moi, Et le moi- problème, c'est qu'il faut pas oublier que nous avons aussi une communauté importante, une communauté juive importante, entre autres c'est- au niveau d'Anvers. Mais eux, ils voient ces manifestations-là constamment. Donc on va créer une tension et une peur dans ouais, notre pays alors qu'on n'a rien à voir avec ça. ouais, tout à fait. Mais moi, je suis, bon, je suis peut-être un peu plus patriotique. J'imagine ou je fantasme que ces communautés, si elles ont leurs origines, leurs racines, c'est très bien pour eux, mais que ces communautés vont d'abord faire valoir leur identité belge avant leur, leurs appétits identitaires. Et, euh, et je pense que justement, c'est peut-être de notre rôle de leur montrer que être belge, c'est peut-être plus intéressant que d'être israélien ou palestinien, des pays ou des États qui sont en guerre actuellement, qui ont très régulièrement été en guerre. Certes, les Israéliens ont un niveau de vie relativement élevé à coût de millions américains, mais en tout cas en Belgique, on se ramasse pas des roquettes tous les 3 mois, même si même si on commence à avoir de plus en plus d'attentats et que nos standards sont en train de diminuer. Donc je reviens sur le fait que moi, en tout cas, je n'autoriserai aucunement ces manifestations, non pas comme tu le dis pour ne pas spécialement froisser, même si nous avons des communautés diverses et variées en Belgique, même si je pense que les juifs sont minoritaires, mais c'est surtout que avant d'être juif ou musulman, ils devraient être belges, selon moi. Ouais, mais ils le sont pas et ils ne veulent pas l'être. Et Alors, ça, c'est un autre problème encore, hein. alors, ce sont des fauteurs de troubles. Ces gens n'ont donc, bien sûr, en dehors des règlements, etc. Et bien sûr, il y a un droit à la manifestation, ce genre de choses, mais euh, d'un point de vue patriotique ou identitaire, en tout cas, moi, en tant que Belge, sur mon territoire national, autodétermination des peuples. Voilà, je trouve ça un petit peu compliqué d'importer des conflits internationaux chez 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 des peuples européens qui n'ont rien demandé à personne. Moi, je ne me sens absolument pas concerné par le conflit israélo-palestinien et je ne comprends pas qu'on puisse commettre sur notre sol des attentats, soit au nom de la Palestine, soit au nom du Coran qui aurait été profané. Le problème, c'est qu'on a affaire à des gens
dans ces manifestants qui ne sont belges que de papier. Ils ne sont belges ni de sang, ni de cœur. Ils ne sont que des Belges de papier. Et quand on est Belge de papier, eh bien, vous savez, on n'est pas obligé de reconnaître vraiment l'État, puisque on n'a pas un amour, on n'a pas l'État dans la peau, ni dans le cœur. Donc en réalité, on a des allégeances pour d'autres choses, pour une sorte d'internationalisme islamique, je ne sais pas. Et, oui. Alors, dans ce que tu dis, parce que je peux comprendre que l'immigration peut servir et la droite et la gauche, d'un point de vue économique. Mais alors, là où ça pose un petit peu problème, c'est que les gens qui n'ont une nationalité que de papier sont défendus par des gens qui n'ont pas une idéologie économique, purement économique. C'est-à-dire que pour eux, il n'y aurait pas de peuple, il n'y aurait pas de droit à l'autodétermination, à ce genre de choses. Et là, je pense que par rapport à ces gens-là, je rentrerai en conflit idéologique. Donc, c'est aussi un peu une histoire d'authenticité, quoi. Oui, il y a beaucoup de Belges de papier qui ne se sentent pas du peuple belge, nos ancêtres, les Gaulois. Mais si au moins ils pouvaient admettre que les Belges ont le droit de se sentir belges et ne sont pas obligés d'accepter que quelqu'un qui ne se reconnaît pas comme belge n'est pas du peuple belge, moi ça me soulagerait en fait. Voilà. C'est aussi un peu. alors voilà. Ouais, cette obligation de devoir accepter comme mon père, donc P-A-I-R, comme un Belge ethnique, des gens qui eux-mêmes n'ont rien à faire de l'histoire et de l'identité belge, quoi. Alors on parlait de papier, on parle de papier. La presse dans tout ça, dans le contexte de la fusillade à Bruxelles, oui. Je trouve qu'elle a été très, très timide. Hein. Oui. On n'en parle déjà plus. On n'en parle déjà plus. Alors là, moi en tout cas ici, je développe complètement, j'extrapole. Moi je pense que le profil qu'on a fait précédemment de l'auteur a dû bien arranger les politiques et leurs médias, donc leurs outils, à savoir que c'était un loup solitaire qui en plus avait plein de problèmes. Il a été tué lors d'une intervention. Voilà, affaire classée. Hop, c'est comme si c'était rien passé. Je veux dire, les problèmes de fond, tout ce qu'on a abordé ici, que ce soit le problème de fond éducationnel, l'immigration, l'islamisme, la justice, tout à fait, les politiques européennes, il y a rien qui a été abordé, et tu m'as amené une réflexion intéressante tout à l'heure, c'est qu'en fait ces attentats terroristes ne sont qu'un symptôme de politiques plus profondes qui laissent place à ce genre d'attentats. C'est évidemment parce qu'il n'y a pas de contre-mesure, ou bien parce qu'il y a une situation qui est en train de changer, que on voit le nombre d'attentats augmenter chez nous. Alors, sur la carte à chaque fois du déséquilibré, mais ce déséquilibré n'aurait jamais dû agir si on avait eu une politique forte, un État fort et une justice plus forte et plus ferme. Et ça, ben voilà, on remonte à un niveau politique là, tout de suite. Mais c'est sûr que c'est plus facile de garder ça dans le contexte du fait divers que de faire remonter ça à une affaire d'État. Sauf qu'en réalité, c'en est une. Et là, oui, c'est effectivement une affaire d'État qu'on a bien mis sous silence, comme tu dis, avec les médias, ils en ont pas trop parlé. Toi, tu parles d'individualité et de mesures législatives. Moi, j'ose avancer que au-delà de l'individualité, c'est aussi un problème communautaire, quoi. Et que y voir le côté pratique, pragmatique, à savoir qu'un individu ne devrait pas se retrouver à un endroit,
moi je dis aussi que les statistiques disent aussi que il y a une certaine communauté qui devrait faire un petit travail sur elle-même pour justifier euh, la légitimité qu'elle soit à un endroit. Le problème, c'est on a affaire à des idéologies politiques qui permettent la mise en communauté. Et ça, c'est déjà un problème. Parce que ça veut dire que tu peux créer un État dans l'État. Oui. Et ça peut être dangereux. Ah, sur le plan de la stabilité nationale, mais également sur le plan sécuritaire. en France, ça flirte un petit peu, mais je pense que ils ont voté une loi qui s'appelle la loi séparatisme. Je sais pas si ça te dit quelque chose. J'ai déjà entendu parler de ça. Oui. Ouais. Et donc, en France, on prône évidemment les valeurs de la République. Ils ont un problème qui est une hypothèse. Clairement, c'est une hypothèse, mais qui est l'hypothèse de scission communautaire au sein même de la France. Et cette hypothèse est évidemment due à ce laxisme qui date des années fin 60, 70 pour la France, Oui, et un petit peu plus tard pour chez nous. Et voilà, oui. Là-dessus, je t'avoue que je n'ai pas encore trouvé de solution à mon niveau politique qui pourrait faire changer la donne. Parce que évidemment que les causes sont bien plus profondes que la religion ou les communautés. C'est évidemment dans des causes politiques qu'il faut trouver la réponse de ces attentats. Il faut pas oublier que dans des États un peu plus forts, les communautés musulmanes, elles sont plus cadenassées. Hein. Elles ne bougent pas le petit doigt. Hein. D'accord, mais alors je me pose la question de qui est responsable du laxisme. Qu'est-ce qui est responsable? C'est notre humanisme, notre culture judéo-chrétienne? Quel est le besoin économique? Donc ça peut être historique en effet, parce que voilà, ça relève de philosophie politique, mais c'est l'idéologie qui est moteur de nos élites politiques, ça c'est certain. Alors, c'est marrant que tu parles de ça, parce que j'en profite de nouveau pour rebondir sur un de mes derniers points, je te rassure. C'était un des motifs, si tu te rappelles, de cet attentat de Bruxelles, c'était la profanation du Coran. Et on sait bien que depuis plus ou moins 2 siècles, il y a eu certaines influences en Europe qui a voulu s'écarter de l'Église, et on en a fait une des valeurs européennes, qui est à savoir la liberté de culte. Et c'est là où le serpent se mord un petit peu la queue, en prônant cette liberté de culte qui va évidemment totalement à l'opposé de ce que j'ai pu émettre comme possibilité de solution, à savoir une intégration beaucoup plus dure, un genre de redressement éducationnel, la liberté de culte, qui implique aussi de ne plus avoir la religion au sein de l'État, est à la fois un des motifs pour lequel l'auteur des attentats a commis son crime, à savoir le blasphème. Et donc, en tout cas, les radicaux, les extrémistes religieux considèrent le blasphème comme un crime, et il y a une incompatibilité avec les valeurs européennes. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue au niveau de nos valeurs qui ont des origines diverses, dont la culture judéo-chrétienne, dont le siècle des Lumières, etc. Et je pense, en tout cas, que les choses vont changer. Malheureusement, on va perdre, comme tu l'avais dit, nos standards de liberté. En l'occurrence, nous, on n'avait pas de problème à vivre avec nos propres standards. À partir du moment où on change la solution, le composé de la population avec des gens qui n'ont pas
l'héritage culturel du siècle des Lumières, eh ben, on se retrouve avec des incompatibilités, et ceux qui en pâtissent, c'est évidemment les populations autochtones, bah, c'est-à-dire nous, évidemment. Je pense, mon cher Corentin, que ça pourrait faire le sujet d'une vidéo en soi, hein, les causes profondes de la situation actuelle ou de la société contemporaine. Hein. Ça remonte à si loin qu'on pourrait en parler pendant des heures, je pense. Je sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter, Non, puisque je pense avoir fait le tour de la question, Raphaël. Bon, en tout cas, je te remercie parce que tu m'as permis de déborder et de prendre des chemins qui sont un petit peu plus, du moins qui n'étaient pas spécialement centrés sur l'attentat de Bruxelles. Et je pense que pour en tout cas conclure un peu tout ce que j'ai déblatéré, c'est que malheureusement, tant qu'il n'y aura pas de réaction politique au niveau national ou au niveau européen, on verra une diminution de nos standards pour reprendre tes mots, et ouais, une augmentation des méfaits et des crimes en Europe. eh bien parfait. Merci beaucoup pour toutes tes informations, mon cher Corentin. Eh bien, alors c'est ainsi que s'achève notre discussion qui fut très intéressante et malheureusement qui parlait d'un sujet triste et grave. J'invite toutefois les auditeurs, avant de les quitter, à s'abonner à la chaîne Égide Belgique, à aimer la vidéo et à la partager et à partager notre contenu. Eh bien, à très bientôt pour un nouveau podcast d'Égide. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir Corentin, au revoir à tous. Au revoir Raphaël, merci beaucoup.